Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors bonjour, je suis l'autrice de Maudit Rouge qui est sorti chez Casterman le 15 janvier dernier. Voilà, je suis une nouvelle autrice, je suis un peu désemparée mais je suis contente d'être là, on va dire. Et bonjour Ariane Astier. Bonjour. Nouvelle autrice effectivement, puisque tu viens de publier ton premier livre, ton premier roman graphique, même s'il est inspiré de plein de choses, on va en parler ensemble, qui s'appelle Maudit Rouge, qu'on a beaucoup aimé. Mais d'abord, l'histoire, peut-être je vais te laisser nous la résumer, cette histoire de Ben, adolescent adopté en proie, on va dire, à quelques tourments. Plus qu'un adolescent, c'est un jeune homme, parce que j'aime bien faire avec la tranche d'âge que j'avais quand j'ai commencé à écrire. Mais du coup, l'histoire, c'est tout simplement donc ce jeune homme-là qui retourne dans sa ville natale en tant qu'enfant adopté pour découvrir les secrets de sa vraie famille. Et il va se passer beaucoup de choses, je sais pas jusqu'où tu veux aller, mais... Il va se passer beaucoup de choses, il va se passer pas des bonnes choses surtout. Il faut préciser que c'est une BD qui oscille entre thriller, BD fantastique, BD de genre. Comment toi tu la définirais et qu'est-ce que tu as voulu y mettre finalement ? J'aime bien ne pas définir du tout les choses, mais même c'est un peu prétentieux, mais j'adore avoir ma propre catégorie, comme ça, les gens savent pas sur quoi tomber, ils lisent, ils aiment pas, mais vraiment j'aime bien. Non, c'est de l'horreur, les gens savent même pas si c'est un manga ou une BD, j'aime bien ne pas répondre. Ça, c'est intéressant, les gens savent pas si c'est un manga ou une BD, parce que graphiquement, c'est très inspiré du style manga. Très. Et le format, alors on lit, c'est le sens de lecture classique, européen, j'allais dire, franco-belge, mais voilà, le format se rapproche de celui d'un manga, mais avec une couverture cartonnée. Ouais. Pour le coup, le type de format, c'est vraiment un travail d'équipe, avec les gens qui construisent le livre, et avec mon éditeur Négib, qui, je l'apprends petit à petit, aime bien les idées un peu farfelues. En fait, on se ressemble plus que je ne pensais. On m'aurait dit, tu fais un manga, j'aurais fait un manga, et je suis quand même fière d'avoir pu avoir ce petit hybride, parce que je travaille pas chez Casterman peut-être, parce que en même temps je suis une autrice française, et ouais, je suis fière du produit fini, et de la tête qu'il a. L'histoire, elle t'est venue comment ? Alors, moi, j'ai commencé à faire une école d'art pendant 6 mois, j'ai détesté, je suis partie. J'ai fait une année un peu sabbatique qui m'a servi à rien, et ensuite le Covid est tombé. Et là, je me suis dit, il va falloir que tu fasses en sorte que tu réalises tes rêves, parce que ça va pas se faire tout seul. Et j'ai monté un dossier sur, effectivement, cette histoire-là. L'histoire, elle avait rien à voir, hein, mais il y avait quand même cette ambiance-là, de montagne, d'horreur, de fantastique, de gens à qui il arrive des choses et qui ont des apparitions spectrales, des trucs comme ça. Vraiment, ça... C'était déjà dans cet univers-là, et j'étais sûre que je voulais faire ça. Et ouais, et finalement, j'ai pu montrer très vite mon projet à Casterman, et puis ça a été fait, et puis l'aventure a commencé, quoi. T'as bossé combien de temps sur le livre, là ? 3 ans et demi. C'est vraiment un projet de longue haleine. Et parce que tu as beaucoup repris les pages, ou parce que chaque page te prenait du temps ? Je travaille par scène clé. Mon travail après, c'est de recoller un peu les morceaux, raccrocher les wagons. C'est très très dur comme manière de travailler, c'est pas idéal. Mais ça permet d'avoir cette histoire un peu foisonnante, un peu déconstruite, un peu machin. Mais effectivement, c'est très long déjà, parce qu'il y a des ratés, il y a énormément de pages que j'ai dû jeter. Ouais, donc du coup, 3 ans et demi. On disait, donc, on racontait l'histoire de ce personnage, Ben, avec tout ce qui va lui arriver de fantastique, de thriller, etc. Mais finalement, c'est surtout, moi je trouve, l'histoire d'un jeune un peu paumé. Et ça, c'est une histoire assez universelle, en fait. Et oui, c'est ça, exactement. Ne le sommes-nous pas tous ou nous ne l'avons pas été. C'est ça aussi qui est sympa dans les histoires un peu comme ça, très universelles, mais très... qui partent très loin, mais dont le sujet est très... qui parle à tout le monde. C'est comme on me l'a déjà dit, et j'en suis vraiment ravie, que les gens ont dit oui, effectivement, ça me parle, oui, effectivement. On parlait des influences manga, je trouve qu'elles sont particulièrement visibles dans les caractères design, dans la façon dont tu as construit tes personnages. Ouais. Toi, tu as été biberonné, comme on dit, à quel manga ? Est-ce que tu en lis encore aujourd'hui ? Alors, petit fait intéressant, je dirais qu'il y a eu 3 vagues de mangas, enfin,
on va dire, récentes en France. Je dirais qu'il y a eu les années 90, il y a eu vers 2008, 2000 machin, et c'est là où j'ai commencé le manga avec ma sœur. Et il y a eu 2015 où c'est le grand boom où à peu près tout le monde maintenant lit du manga. Effectivement, j'aime bien, et je le dis avec un peu de prétention, que je fais partie de l'école un peu plus... qui ont découvert un peu plus tôt, quoi. Donc ouais, vraiment, mais biberonné très tôt, quoi. J'avais genre 7 ans, je lisais Clamp, je lisais Chocolat et Vanilla. J'avais pas le droit de lire Naruto parce que c'est ma sœur qui lisait, mais il était à la maison. T'as eu le droit après? Bah, c'était trop tard, je m'en foutais. Il y a aussi une page dans le livre, je crois vers le début, dans mon souvenir, où on lit une forme de critique du milieu de l'art, de sa médiatisation, de ses cotes. Oui, c'est possible. Bah, j'ai un artiste dont malheureusement j'ai pas le nom, mais je vais quand même décrire son travail, qui consiste à par exemple mettre des animaux sous vitrine, sous machin, les tuer, et c'était cette espèce de truc de faire souffrir les gens pour l'art qui serait quelque chose dont on ne touche pas, dont on n'a pas le droit de critiquer. Oui, les artistes, c'est des demi-dieux, ils sont en contact avec le ciel, ils sont... Non, les artistes, c'est des artisans, c'est des gens qui savent faire des choses, et c'est pas du tout des abrutis qui se contentent de faire du mal aux gens pour briller, quoi. On parlait manga, tu lisais aussi de la BD franco-belge, plus classique? Très peu, mais je m'y mets. Pas du Je tout m'y mets enfant, les, je sais Non, pas, non, les Astérix, les... Enfin, ce qu'on au a un peu contraire, tous, mes parents, ils étaient pas trop ça, mais quand même, maintenant que j'y pense, ma mère, elle avait tous les J'aime lire. Tous. donc toute la Tom et collection. Nana, Tom Tom et Nana, plus tard c'était Anatole. Bah, il y a eu plein de trucs qui ont commencé dans J'aime lire, en fait. Donc finalement, oui, BD certes pour enfants, mais BD dans J'aime lire. On a parlé des personnages. Si je parle du découpage maintenant de tes planches, comment tu l'as travaillé? Parce qu'il y a à la fois des zooms, des dézooms, et des moments où on est presque enfermé dans la page ou dans la case avec notre personnage, d'autres moments où on est presque aussi perdu dans la page comme lui. Comment t'as travaillé ça? Parce que c'est, encore une fois, je le redis, ta première bande dessinée. Alors il y a plein d'astuces pour enfermer le spectateur dans la page, on va dire. Déjà, les bordures entre les cases sont très 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 fines. Donc du coup, on a vraiment l'impression que la page est ultra foisonnante. Beaucoup de noir, beaucoup d'ombre, de travail sur les ombres. Vraiment, il faut que la page, elle soit bourrée de détails. En plus, j'ai travaillé sans bulles et sans me dire où seraient les bulles. Donc quand on a rajouté les bulles, il y avait encore plus cet effet d'étouffement. Ce qui n'est pas forcément voulu. Et effectivement, pour moi, ça a été bénéfique pour ma BD. Mais si vous faites de la BD, pensez à mettre vos bulles avant. T'as bossé en tradi ou en numérique? J'ai tout bossé en numérique. C'était dès le départ. Ouais, je me suis même pas posé la question, je voulais faire ça. Et tu parlais des couleurs, entre guillemets, notamment, effectivement, le jeu sur les teintes de noir, de gris, entre la glissade dans la cathédrale et tout ça. Ça, c'est venu aussi dès le dessin? Oui, je crois que je me suis... En fait, quand je dessine, je m'intéresse à la narration du moment, mais je m'intéresse pas à la narration complète du livre. À mon avis, c'est ça qui donne un côté un peu déconstruit bizarre. Mais comme je marche par scène, je me dis qu'est-ce qu'il faut pour que la scène marche, vraiment. Je ne l'ai pas encore précisé, mais tu es la fille d'Alexandre Astier, créateur de la série, des films, de l'univers Kaamelott, dans lesquels d'ailleurs tu as fait des apparitions, tu as eu des rôles. Oui. Est-ce que cet univers-là t'a inspiré, tu penses, pour ta BD? Parce que quand on grandit dans un tel univers, est-ce que tu penses que voilà, il y a des inspirations de Kaamelott? En fait, que les gens fantasment un peu sur les grandes familles d'artistes comme ça, en tout cas c'est pas du tout le cas dans la mienne, c'est qu'ils pensent que la maison c'est un espèce de grand atelier, voilà, tout le monde travaille en même temps, tout le monde fait son truc dans son comté. Chez nous on est quand même très pudique avec ce qu'on fait, on partage très peu en fait, bizarrement. C'est-à-dire sur cette BD, tu lui as pas, je sais pas, fait... Jamais, et puis j'y tenais. Ah ouais, t'avais pas envie de lui... Parce qu'il faut vu. préciser que Kaamelott a aussi des bandes dessinées dans toute la galaxie Kaamelott. Bah, cette bande dessinée Kaamelott a quand même compté dans la fabrication de mon livre, parce que j'ai pu éviter tous les trucs de festival, à montrer mes projets à des gens qui sont pas intéressés. Effectivement, j'ai pu... Oui, t'avais un petit... Voilà, j'ai eu un petit... Golden Access. J'ai eu un petit Golden Access, on va pas le mentir. L'occasion a été saisie, hein, donc mon truc est édité. Ouais, donc je crache pas du tout sur ma famille, sur qui est mon père, sur le travail de mon père que je respecte énormément, mais on partage pas nos arts.
Pourquoi t'as choisi la BD finalement ? Je déteste être actrice. Non, oui, j'ai fait un peu de théâtre parce que ma grand-mère, elle tient une école. J'en ai fait et je crois que j'étais pas trop mauvaise, mais vraiment j'étais en dissociation complète. Genre, je voulais pas être là, je m'en foutais complètement. Et vraiment, j'avais ce truc-là où je me dirais un jour, faut que je fasse de la BD en fait. Faut pas que je fasse ça. Je vais crever, je vais passer une trop mauvaise vie quoi. Donc assez jeune, t'avais cette envie de faire de la BD. Bah, depuis mon premier manga, ça devait être un Clamp. Que j'adore, hein. Je dis ça comme ça, mais c'est vrai que ça fait un peu vieux maintenant. Et je trouve que quand on regarde ton compte Instagram, il y a un vrai travail, une vraie mise en avant des personnages. On a l'impression que c'est vraiment ce qui t'amuse de dessiner des personnages, des visages, des... Ouais. Non, il y a un truc un peu dans le milieu de l'art, et surtout sur Internet, où il y a une blague assez récurrente, genre tu peux faire ça, mais est-ce que tu peux dessiner un décor ? Je dirais que je peux, mais j'en ai tellement pas envie. Je sais pas, j'aime pas ça. Vraiment, les personnages, ça m'amuse de les interpréter moi-même, ça m'amuse de mettre le caractère par les vêtements, par l'attitude, par les machins. Vraiment, ça m'amuse de créer des personnages, et parfois c'est des personnages qui sont connus, mais que je réinterprète à ma façon. Vraiment, c'est vraiment dada, les personnages. Et pourtant, j'allais dire, dans le livre, il y a aussi des beaux décors. Oui, t'as été forcé. Non, mais il y a beaucoup d'astuces qui sont même utilisées au Japon. Il y a beaucoup de références photos, il y a beaucoup de machins, il y a beaucoup de... Oui, donc j'aime bien construire mon univers, mais je construirai toujours mon univers par rapport aux personnages. Et ces personnages, ils te viennent comment ? C'est toujours dur, j'imagine, à expliquer, mais est-ce que mais tu prends des bouts, des proches, des amis, comment on crée ces personnages ? Déjà, moi, on va dire que quand j'avais 10 ans, j'avais une troupe de personnages et ils ont juste évolué avec moi. Alors, des fois, j'en invente, j'en rajoute, j'en machin, dans d'autres univers, dans d'autres machin. Mais c'est vraiment, il y a un côté... S'ils sont riches, et j'espère qu'ils le sont, c'est parce qu'ils ont grandi avec moi, c'est parce qu'ils ont évolué avec moi. Après, d'où ils viennent, oui, ça peut venir de manga, ça peut venir de machin, ça peut être une variation d'un autre personnage qui a tellement évolué que ça n'est plus le même. Ça peut venir de tout, ouais. Et tu disais tout à l'heure que tu as fait une formation en art 6 mois, t'es parti. Et du coup, comment tu as appris ce langage de la BD ? Est-ce que c'est en lisant beaucoup ? Est-ce que c'est en regardant tout... Justement, aujourd'hui, tu as beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux, etc., où on arrive à décortiquer... les étapes de la création, et puis ça veut tout et rien dire. Comment toi, t'as créé cette technique, en fait ? Parce qu'il y a aussi de la technique derrière l'inspiration. Vraiment l'observation pure et dure. Parce qu'en plus, à notre époque formidable d'Internet, il y a tout plein de trucs. On voit même des fameux mangaka par exemple, Urasawa, qui est un auteur que j'admire énormément, a une émission qui s'appelle Manben, où il interviewe des centaines d'auteurs, des machins, et on voit toutes les étapes de la création d'un manga, dans tous les styles différents, dans tous les genres différents, et c'est complètement fascinant. Et je pense que c'est vraiment la documentation, vraiment presque un peu folle, quoi. C'est genre, comment on fait. Là, ça y est, le virus de la BD t'a piqué, t'as envie d'en faire une autre déjà, tu travailles sur une autre ? Je travaille pas sur une autre parce qu'effectivement, j'aime bien parce qu'on a comparé ça à avoir un premier bébé. Moi, j'ai envie de m'occuper de mon premier bébé encore, on va dire. Le deuxième, il va arriver. Il existera un jour, mais là, je suis un peu fatiguée. Et tu parles de premier bébé, c'est un accouchement dans la douleur, une BD comme celle-là ? Ouais. Ah ouais ? En vrai, on demande à n'importe quel auteur, tous les projets sont compliqués, tous les projets sont durs à arriver, mais parce que quand on part de rien, mais vraiment de rien du tout, et qu'on doit faire quelque chose, bah forcément, il y a des hésitations, il y a beaucoup de pauses, il y a toujours ce moment où on se dit mais pourquoi je fais ce métier ? C'est horrible, c'est horriblement difficile. Et t'as l'idée du prochain déjà ? J'ai des idées, donc... Mais effectivement, j'ai pas d'histoire précise, j'ai des petites scènes comme d'habitude, qu'il va falloir que je raccroche. Et que t'as déjà préécrite, j'allais dire, ou sur des post-it, sur des carnets, ou c'est vraiment dans ta tête ? Ouais, j'écris quasi rien. Bon, on attend de découvrir ce nouvel enchaînement de scènes,
bien animé, bien rythmé. On découvre donc Moody Rouge, le premier livre d'Ariane Astier qui est publié chez Casterman. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que t'es prêt ? Oui. La première BD que tu as lue ? Pareil, ça devait être dans un j'aime lire, mais un vieux j'aime lire, donc je pense que ça devait être un Tom Tom et Nana ou un truc vieux, comme ça. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? C'est trop dur, j'en lis trop. Je vais dire un truc auquel je crois moins, de plus en plus je le cite, mais Urasawa Monster, c'est en tout cas ce qui m'a fait démarrer la BD, donc c'est signe que c'est quand même pas mal. Quelle est selon toi la plus belle couverture de bande dessinée ? Bon, c'est un peu olé olé, mais il y a un manga qui s'appelle Dear Jean, dont la couverture est très belle. Mais attention, ce n'est pas pour tous les publics. Quelle est la plus belle case de bande dessinée ? C'est toujours les mêmes, mais il y a une case que j'aurais presque voulu me faire tatouer, où il y a Johan, du coup, dans Monster, où il est comme ça. Il dit « Tenma, tire-moi dessus. Tu as gagné. » Incroyable. Vraiment, il y a 2 cases. Il y a juste Johan qui monte son front. Il y a Tenma qui est comme ça, avec son flingue. Est-ce qu'il va tirer ? Est-ce qu'il va pas tirer ? Incroyable. Et tu te l'es pas encore fait tatouer, alors ? Je crois que je me ferais pas tatouer. C'est un peu compliqué de se faire tatouer des trucs des autres, alors je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer ? Les BD un peu olé olé, du coup. Quel est ton personnage de BD préféré ? Dans JoJo's Bizarre Adventure, la partie, je dirais 7 ou 8, Steel Ball Run, le héros, Johnny. C'est un connard. Non, c'est tout ce que j'aime. C'est un petit blond, c'était un petit parvenu, un petit richou, et il a tout perdu, mais il a quand même un peu ce truc de richou. C'est un petit con, mais il s'améliore. Mais non, en vrai, vu que c'est Jojo, ça reste un cow-boy, ça reste un mec injurieux, mais il y a ce côté un peu faible que j'aime bien. Quel est ton personnage de BD détesté ? Je vais me prendre des balles, mais tant pis, j'ai détesté l'intégralité du cast de Blue Period. Pareil, traumatisme d'école d'art, je déteste ces mecs, je déteste tout, je veux pas en entendre parler. Au secours. Quel est ton super-héros préféré ? Batman. C'est Nightwing en vrai, mais voilà, s'il fait partie de l'univers de Batman. Et ton super-héros détesté ? Non, mais même Superman, en fait, je le trouve vraiment mignon. Je trouve qu'il... en fait, ça pourrait presque être le Punisher, parce que je trouve que c'est un peu... c'est un peu 90, quoi. Oui. Mais même pas, en fait. Moi, je crois vraiment aux super-héros qui sauvent la veuve et l'orphelin. Je suis moins fan des super-héros version Cinematic Universe. Je les trouve un peu trop... Je trouve qu'ils se moquent de leur propre sujet, je trouve ça débile. Tu dessines dans le calme ou en musique ? Musique, techno, à fond. Ouais, j'aime bien être énergisé comme ça, avec un peu de musique forte, on va dire. Couleur ou noir et blanc ? Les deux sont bien, mais le noir et blanc, c'est plus facile. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Alors, elle est très connue, mais elle a officié dans les années un peu où j'étais pas née déjà. Elle a eu son exposition à Angoulême il y a 1 an, je crois. Moto Hagio, que j'aime énormément. Et découvrir son travail. Et une autre autrice, je crois qu'elle s'appelle Ikeda. Elle a fait La Rose de Versailles, évidemment. Mais elle a fait également mon shoujo préféré ever, que j'ai pas cité, je ne sais pas pourquoi, qui s'appelle Mon très cher frère. Si vous aimez le drama pur, lisez ou regardez l'animé. Et ben voilà, merci pour tous ces conseils, Ariane Astier. Et donc j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à lire, à découvrir Moody Rouge, qui est publié chez Casterman. Merci beaucoup. Merci. Neuvième art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.